Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, dernière émission de la saison avant l'été, c'est Stéphanie Demuru que vous retrouverez la semaine prochaine, mais nous avons évidemment encore beaucoup de sujets aujourd'hui, beaucoup de débats avec Najwa El Haïté. Bonjour Najwa, docteur en droit public, vous avez publié Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Alexandre Malafaye, bonjour, président du think tank Sinopia, bonjour, et Jean-Baptiste Moreau, bonjour, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Bonjour à vous. Plusieurs sujets, le fonds Marianne, vous avez peut-être entendu Stanislas Guérini ce matin au micro de Sud Radio qui disait qu'il était fier de travailler à ses côtés et qu'il soutenait Marlène Schiappa. On va en reparler. On va parler également de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Marine Le Pen sort gagnante de cette séquence des émeutes et un fort soutien des Français à la police. Et puis le policier qui a tué Naël qui reste en détention. Ça tombe bien que nous ayons une avocate avec nous ce matin avec qui nous allons pouvoir revenir sur le pourquoi du comment du maintien de cette détention. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alexandre, on va commencer avec vous. Je suis très étonnée que ça ne fasse que 3 lignes dans les journaux. Le nouveau président du MEDEF. Oui, je lui adresse un coup de cœur en fait. Je trouve que l'élection de Patrick Martin, en tout cas, ce qui est significatif, c'est le score qu'il a fait. Qu'en fait, il a réussi à fédérer les 3/4 des grands électeurs du MEDEF. C'est une élection en 2 temps, en fait. Il faut que toutes les fédérations, les composantes du MEDEF définissent leur choix, et puis après, ils se retrouvent pour un scrutin qui s'est déroulé donc hier et avant-hier, et donc il obtient presque 75%. Donc c'est plutôt un beau score. C'est vrai que c'est passé un peu sous le radar. Cela dit, l'actualité en ce moment est assez particulière. Oui. Ce qui est intéressant. Non, mais c'est important. Martin, ce que je veux dire, c'est que c'est important. C'est une nomination. Le patron du MEDEF, c'est un poste important. C'est important, d'autant plus que, comme on l'a vu ces quelques derniers mois, globalement, les grandes centrales, à part Force Ouvrière qui avait déjà son dirigeant, les grandes centrales que sont la CFDT et la CGT ont changé également de leader. Donc là, il y a vraiment un renouvellement, je dirais, des leaders syndicaux en France, dans un contexte de social, où la démocratie sociale a quand même été très, très abîmée par la séquence de la réforme des retraites. Donc Patrick Martin arrive à la tête du MEDEF avec une organisation qui est rassemblée. Et ce qui est intéressant chez lui aussi, c'est les positions qu'il a prises ces dernières années. En particulier, c'est un des acteurs, ou en tout cas très engagé sur les questions du partage de la valeur. Il en a fait un sujet personnel sur lequel il s'est beaucoup engagé. Après, c'est un libéral, évidemment. Alors on peut être contre en France le libéralisme. Alors lui, en tout cas, est pragmatique par rapport à son approche professionnelle. Il est à la tête d'une entreprise qui a presque 200 ans, qui est une entreprise de taille intermédiaire, qui est dans le bâtiment, dans la région lyonnaise. Et voilà, il dit des choses simples. Il dit qu'en France, il y a trop de charges sociales. Il dit que les impôts de production sont contre-productifs. Voilà, et il se bat pour ça. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui connaît bien le tissu économique, connaît bien l'entreprise, qui a su rassembler. Donc plutôt un coup de cœur. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit une femme, pour une fois, sans connaître le fond des choses, mais je trouve que ça aurait été un signal intéressant qu'une femme chef d'entreprise soit à la tête de ce syndicat. Mais il y a déjà eu, il y a eu Laurence Parisot. Oui. C'est vrai qu'il y a eu Laurence Parisot. Vous avez raison. J'avais oublié. Pourtant, elle a bien marqué. Elle a pourtant bien marqué son époque. Jean-Baptiste. Mais juste pour revenir là-dessus un instant, en fait, le profil de Dominique Carlac était très intéressant également. Peut-être la différence qui a été perçue par les MEDEF territoriaux notamment et les grandes fédérations, c'est qu'elle n'a pas exactement un profil aussi opérationnel, si je puis dire, de chef d'entreprise que Patrick Martin. Voilà, ceci a peut-être fait aussi la différence sur l'expérience de parcours. Voilà. Alors, on va passer à vous, Jean-Baptiste Moreau, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour 2 décisions qui vont réjouir le monde agricole et déclencher les foudres et l'avalanche de fake news de l'écologie politique, je confonds tout le temps. L'escrologie, oh là là. Non, mais globalement, il y a 2 bonnes nouvelles pour le monde agricole. C'est d'abord le rapport de l'EFSA sur le glyphosate, qui était très attendu, puisque moi j'ai été rapporteur d'une mission d'information à l'Assemblée nationale sur l'usage du glyphosate et sur la possibilité de sortie de ce glyphosate. Et on a conclu justement qu'il fallait attendre le rapport, notamment de l'EFSA, pour voir, parce que interdire au niveau franco-français n'avait pas de sens, et en plus interdire si l'EFSA considérait que le produit n'était pas dangereux, ça n'avait encore moins de sens. Donc, et c'est exactement les conclusions de l'EFSA. Donc il y a ça d'un côté, et puis il y a
une nouvelle réglementation européenne qui va être mise en place pour ce qu'on appelle les NBT, les nouvelles biotechnologies végétales, c'est-à-dire c'est une méthode de sélection des variétés, on va dire, de céréales et globalement de végétaux qui s'appuie sur la méthode CRISP. Je rappelle que la méthode CRISP, c'est ce qui avait valu un prix Nobel à une chercheuse française exilée aux États-Unis et qui permet d'accélérer cette sélection variétale et de sélectionner des variétés plus facilement qui sont adaptées à la fois au changement climatique et qui peuvent permettre justement d'être plus résistantes à certaines maladies et donc de réduire l'utilisation d'un certain nombre de produits phytosanitaires. Donc c'est deux très bonnes nouvelles où on remet la science et les faits scientifiques au centre de la décision politique, on va dire. Et ça fait du bien, et ça fait du bien au monde agricole, mais ça fait du bien aussi au monde politique. Je pense qu'il faut arrêter de prendre des décisions au doigt mouillé et en fonction du buzz médiatique du moment, mais s'appuyer réellement sur la science. Les produits qui sont dangereux, il faut les interdire, il n'y a pas d'ambiguïté, et ça a déjà été fait par le passé, que ce soit par les précédents gouvernements. Ça fait 20 ans qu'il y a un certain nombre de produits qui sont interdits au niveau phytosanitaire, mais il faut aussi donner les capacités à nos agriculteurs de s'adapter au changement climatique et puis de pouvoir assurer la souveraineté alimentaire de notre pays, qui n'est pas assurée aujourd'hui, clairement, parce que les productions agricoles ont beaucoup reculé au cours des dernières années, et on n'est plus du tout autonome, notamment au niveau de tout ce qui est viande, qu'elle soit bovine, ovine, peu importe. Aujourd'hui, on importe parce qu'on n'est plus capable de produire suffisamment pour la consommation française. Oui, mais pourquoi on n'est plus capable de produire aussi? Parce qu'il n'y a plus d'éleveurs, parce qu'ils ne veulent plus... parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a une désaffection, c'est ça, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, oui, bien sûr, c'est le problème. Alors, la causalité est double. La causalité, elle est d'abord évidemment économique, parce que les agriculteurs n'arrivaient pas à vivre de leur métier et ne se dégageaient pas de salaire à cause des prix de vente qui étaient trop bas. Bon, alors ça s'est un peu amélioré là ces derniers temps. Mais après, il y a aussi le bashing permanent où les enfants d'agriculteurs veulent plus faire ce métier parce qu'ils entendent à longueur de médias, à longueur de télé, à longueur de radio, c'est des pollueurs, que c'est des assassins qui maltraitent leurs animaux, enfin voilà. Donc comment? Non, mais peut-être que la vérité est aussi au milieu. Encore une fois, depuis le début de la semaine, on parle de position caricaturale. On peut pas nier, qu'il y a eu aussi des excès dans l'agriculture, en particulier dans les années 70, certainement, oui, mais ça intensive et Monsanto, un auditeur nous pose la question. Monsanto n'existe plus. Oui, mais il y a eu. Par Bayer. Mais le glyphosate aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'il existe. C'est pas ça qui fait vivre Bayer ni Monsanto d'ailleurs aujourd'hui. Le brevet est tombé dans le domaine public. Le brevet est tombé dans le domaine public. Non, mais sur ce qu'il y a eu, sur ce qui s'est passé, sur la pollution des sols et autres. Les Monsanto Papers, je vous fais remarquer que l'avocat qui avait attaqué Monsanto sur soi-disant de la corruption, c'est lui qui vient d'être condamné pour diffamation aux États-Unis. Allez, on se manipulation retrouve... et pour tentative d'extraction. Non, mais je vous pose les questions telles qu'elles arrivent aussi, sur de la part de nos auditeurs. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va revenir sur le policier qui a été incarcéré et sur un certain nombre de choses suite à ces émeutes. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité ce matin, et nous sommes ensemble avec Najwa El Haïté, Alexandre Malafaye et Jean-Baptiste Moreau. Alors Najwa, vous, c'était un coup de gueule. C'est ça. Alors mon coup de gueule concerne les spécialistes français du dénigrement de notre pays à l'international et la championne en la matière. Et Rokhaya Diallo, qui, je le rappelle, est militante racialiste et qui est parmi les plus revendicatifs en la matière. Donc, elle explique aux médias internationaux, de Guardian au Royaume-Uni, au journal Die Zeit en Allemagne, à CNN aux États-Unis, que la France serait structurellement, systémiquement, institutionnellement raciste. C'est un travail d'influence qu'elle nourrit depuis plusieurs années, donc nous ne sommes pas surpris. On peut dire que c'est un fonds de commerce. D'ailleurs, on constate qu'elle reprend, et c'est ça qui est terrible, qu'elle reprend la rhétorique du président turc Erdogan, qui a déclaré à propos des émeutes en France, j'ouvre les guillemets, « Dans ces pays qui ont connu un passé colonialiste, le racisme culturel s'est malheureusement transformé en un racisme institutionnel. » Eh bien, vous voyez que ces militants d'extrême gauche dont elle fait partie dénigrent ainsi la France en véhiculant des propos tenus par des chefs d'État hostiles à la France, qui ne veulent pas que du bien. C'est à se demander dans quel camp ils sont.
Et j'en terminerai en disant que ces militants veulent racialiser, communautariser notre pays au détriment de son histoire qui prône l'universalité. Alors, même si tout n'est pas parfait, c'est une belle ambition républicaine que de prôner l'universalité et l'égalité des droits. Et puis, j'ai envie de dire qu'ils jouent un jeu dangereux. Mais ces militants en ont que faire. Je rappelle qu'aux États-Unis, la Cour suprême a mis un coup de frein à la discrimination positive. Un de leurs magistrats s'exprimait ainsi dans le cadre de cette décision. Beaucoup d'universités ont considéré à tort que le fondement de l'identité d'une personne n'était pas sa mise à l'épreuve, les compétences acquises ou les leçons apprises, mais la couleur de peau. L'étudiant doit être traité en fonction de ses expériences individuelles, mais pas sur des critères raciaux. Vous voyez, même aux États-Unis, on en revient de ce discours racialiste. Oui, et pourtant, vous avez encore des journaux, effectivement, comme le New York Times et autres, qui ont cette vision-là. Il y a aussi Juan Branco. Hein, j'ai vu les deux personnalités françaises interviewées, Juan Branco et Rokhaya Diallo. Et ce que nous disait hier Michel Taube était extrêmement intéressant sur ce qui se passe en Afrique, dont on parle assez peu. C'est qu'en Afrique, on dit la France raciste, un policier a tué un arabe. C'est la façon dont est racontée l'histoire de Naël, en tout cas dans certains pays, et c'est effectivement très dangereux. Jean-Baptiste, vous vouliez réagir ? Oui, mais entre racialiste et raciste, la limite est assez faible, hein, globalement. Hein. Ce qu'on voit, c'est que on a vu d'ailleurs Mathilde Panot qui renvoyait effectivement et qui était totalement dans ce que vous avez dit, Valérie, c'est-à-dire elle explique que c'est un flic qui a tué un arabe. Il n'est pas arabe, il est français. Voilà, français, point. Sauf que l'Algérie l'a revendiqué comme étant un de ses ressortissants. Oui, enfin, je veux dire, moi, je suis mais c'est comme ça en tout cas. À ce moment-là. En tout cas, c'est comme ça. Non, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté effectivement dans différents pays. Pardon, je vous ai interrompu. Oui, non, mais c'est dramatique. On peut pas faire un pays et une société en renvoyant tout le monde à ses origines et en les renvoyant globalement à son histoire personnelle ou l'histoire de ses origines qui ferait qu'on aurait tel comportement, qu'on serait assigné à résidence, assigné à conditions sociales, assigné... Enfin, voilà, on est toujours victime de quelque chose. Avec Rokhaya Diallo, c'est la spécialiste, hein, c'est une des parfaites représentantes de la culture woke, et donc on est toujours victime de quelque chose, de l'autre, et on n'y peut rien finalement. C'est d'un défaitisme et d'une tristesse absolue, et surtout c'est une exacerbation des individualismes et des égoïsmes. Et on n'arrivera pas à construire une société sur ces bases-là. Mais elle fait son business, elle vend ses bouquins. C'est la seule chose qui l'intéresse d'ailleurs. Alexandre, mais c'est malheureusement exactement ça. Moi, j'ai fait quelques débats avec Rokhaya Diallo sur d'autres antennes. C'est extrêmement compliqué sur tous ces sujets-là. En plus, il y a une capacité à se victimiser, à utiliser toutes les faiblesses de l'autre, parce que si vous parlez de sujets féministes, sous prétexte que vous êtes un homme, vous êtes disqualifié d'emblée. C'est vraiment sur un plan des postures idéologiques, on est en permanence plutôt dans l'imposture. Et c'est vrai que dire que la France est un pays raciste est quand même... C'est gênant, c'est quand même le pays qui a fait le regroupement familial. Si on ne revient que là-dessus, c'est pas totalement anodin. Et c'est vrai qu'on est un pays qui est plutôt très favorable, qui sait très bien accueillir, qui sait. Après, bien sûr, il y a plein de problèmes, évidemment, mais il faut aussi regarder les réalités en face. Et moi, ce qui me fascine avec cette classe politique, mais depuis très longtemps sur plein de sujets, c'est l'irresponsabilité, parce qu'effectivement, tout ça n'est que clientéliste. C'est pour exister, c'est pour rassembler un petit groupe de gens autour de soi dans une approche hystérique. Ça polarise de plus en plus la société. Je suis d'accord avec ce que disait Jean-Baptiste. Je vois pas comment on va pouvoir bâtir une société et se tracer un avenir commun dans ce contexte-là. C'est éruptif. Le sujet, c'est de savoir pourquoi les médias étrangers, en tout cas américains, choisissent ces interlocuteurs-là plutôt que d'autres. Parce qu'ils adorent ça. Je leur conseille. Mais parce qu'ils adorent ça. Parce que en fait, ce sont des gens qui vont faire le buzz et voilà, quelque part, si on peut dire du mal de la France. La France a une posture tellement arrogante sur certains sujets par ailleurs, tellement donneur de leçons sur toute une série, effectivement, de questions internationales, que quand tout d'un coup, effectivement, on est pris nous-mêmes au piège de certaines erreurs ou d'actualités qui nous dépassent, on se fait rattraper. Et malheureusement... Globalement, il y a une élite culturelle dans ces pays-là qui déteste l'universalisme à la française et la laïcité. Jean-Baptiste Moreau. Il l'exècre au plus haut point. Et ça part de là. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'avais été contactée par CNN. Bon, à mon avis, ils n'avaient pas lu mon bouquin.
pour, excusez-moi, je vais être direct, pour cracher sur la France. Hein. Donc, il m'avait interviewé et donc l'interview a duré 15-20 minutes. Sauf qu'à chaque fois, la journaliste me relançait en disant mais dites la vérité, la France est raciste. Je fais, mais non, madame, la France n'est pas raciste. Alors certes, il y a des problèmes, mais la France n'est pas raciste. Au contraire, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'exercer sa religion comme on l'entend, ou de pas l'exercer quand on ne croit pas. Eh ben, je peux vous dire que mon interview n'est même pas passée. C'est-à-dire que quand je leur ai demandé, ah ben non, ça n'a pas été possible de diffuser votre interview, il y avait une autre actualité, et donc j'ai compris parfaitement que je ne correspondais pas au discours attendu. Ah ouais, voilà. Je voulais parler de Oise Hebdo, mais juste avant, un petit coup de gueule quand même. C'est un peu ma marotte sur les aéroports parisiens. Ce matin, j'entendais, j'ai vu sur les réseaux le président d'ADP, Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, qui était interrogé. Le journaliste lui disait, mais convenez que l'aérogare 3 est très compliqué, on est obligé de terminer à pied. Je vous parle de Paris, d'un des principaux aéroports. Il va y avoir les Jeux Olympiques, et c'est vrai qu'on doit terminer à pied. Et Monsieur de Romanet a dit oui, je conviens que ce n'est pas optimal. Enfin, on marche sur la tête. Ce truc vient d'être refait, cet aéroport vient d'être refait, et l'accès est pratiquement impossible. Et de la même manière, le journaliste très opportunément lui disait, dans cet aérogare, on doit imprimer ses tickets de bagages et on doit carrément aller poser sur le tapis ses bagages. Est-ce que c'est ça l'aéroport de demain? Et quand on voyage un peu, on se rend compte quand même que la France est très en retard, en retard, ou en tout cas un certain nombre de dysfonctionnements. Et c'est vrai que entendre, oui, je reconnais que c'est pas optimal parce qu'effectivement on doit terminer à pied. Je pense aux personnes handicapées, aux personnes âgées, avec ces ascenseurs en panne, avec ces escalators en panne, ça me met très très en colère. Il n'y a pas une fois, moi il se trouve que je prends souvent l'avion, il n'y a pas une fois où il n'y a pas un escalator en panne ou un ascenseur en panne. Donc je ne sais pas comment régler cette question. Voilà, c'était mon coup de gueule. Je sais pas, vous Alexandre, vous voyagez, vous avez constaté ça aussi? Moi je suis effondré en fait. On compare la France à tous les autres grands pays en ce qui concerne les installations aéroportuaires, leur accès, mais c'est vrai aussi pour les gares. On va même pas revenir sur les questions du métro parisien où il y a peut-être une station de métro sur 10 qui est à peu près correctement accessible aux personnes handicapées, mais même pas forcément handicapées. Quand vous voyagez avec des bagages, prendre le métro, arriver dans les gares, c'est vraiment extrêmement compliqué. Quand vous avez un enfant avec une poussette, c'est vraiment une galère de prendre le métro. Moi, je vois tous les jours quand je prends le métro des femmes qui portent leur poussette, qui se font aider. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Mais au-delà de ça, effectivement sur les JO, je suis plutôt inquiet. Quand on voit la saturation, ne serait-ce que des gares, quand les gens sortent d'une gare pour prendre un taxi, compte tenu de la manière dont les gares ont été conçues, avec des goulets d'étranglement pour les voitures dans tous les sens, les taxis n'arrivent pas à arriver de manière satisfaisante. Et vous avez, prenez Gare de Lyon régulièrement, 200 personnes qui attendent un taxi. C'est-à-dire, cette ville est censée accueillir des JO pendant presque un mois, sans parler des JO en histoire qui vont suivre. Je pense que ça va être assez intéressant à observer. Non, mais voilà, entendre ce patron dire oui, je reconnais que c'est pas optimal. En gros, il faut attendre. Ça fait des années enfin bref. Et la liaison également entre Roissy et Orly, et entre Paris et Roissy qui devait être amélioré. Les chantiers sont pas prêts pour les JO. Là aussi, c'est assez cocasse, quoi. Oise Hebdo, hier, ce journal a donné l'adresse et le nom du policier qui est l'auteur du tir mortel contre Naël. Le ministre de l'Intérieur a réagi assez rapidement, et la question ce matin, là aussi, je vous la pose, c'est comment un journaliste, c'est un journal local, donc on peut pas imaginer qu'il y ait de l'idéologie. Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un journaliste pour publier le nom et l'adresse d'un policier quand on sait qu'il y a de plus en plus de policiers qui sont menacés, et celui-là en particulier, quand on donne l'adresse de sa famille? Jean-Baptiste Moreau. C'est pas juste de la compétence, parce qu'ils ont supprimé la publication hier et ils ont republié ce matin pour répondre à Gérald Darmanin en expliquant que de donner le nom, et ils redonnent le nom du policier, ne tombe pas sous le coup de la loi. Alors la loi serait plus à même de citer la loi exacte, mais ils revendiquent clairement ce truc, et je comprends pas quel est le but de ça, quoi. Ils mettent en danger non seulement le policier, mais bon, lui il est en prison, mais ils mettent en danger toute sa famille.
Et pour quelle raison, pour quel motif? C'est pas de l'information, ça c'est de la putaclic, c'est lamentable, c'est la négation du métier de journaliste. Ouais, on va y revenir dans un instant. 9h27 sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h. Alors effectivement, je suis allée sur le site de Oise Hebdo, ce que j'aurais dû faire, mais à culpa, et là les bras m'en tombent. C'est-à-dire que c'est abject. Ce que fait ce journal est absolument abject. C'est-à-dire qu'ils invoquent la liberté de la presse en disant c'est une information, sur Copain d'avant, ça a été donné, son nom a été donné, etc. On est un journal d'information, il habite dans l'Oise, donc on devait donner l'information. Mais le pire dans leur article immonde de ce matin, c'est de dire la cagnotte de Jean Messia a rapporté 1 700 000 €. La famille sera à l'abri du besoin pendant quelques temps et ils pourront donc déménager. Mais quelle honte! Mais quelle indignité! Enfin, c'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et ils disent oui, bah s'il est en danger, ils ont qu'à aller ailleurs. Enfin, c'est invraisemblable. Najwa? Moi, je vais vous dire, c'est vrai que c'est complètement ignoble et au-delà de ça, je connais pas Oise Hebdo, mais c'est un journal régional. Ouais, mais bon, donc c'est de l'investigation que de donner le nom et la ville de résidence du policier. Alors je sais pas si ce journal est idéologique ou non, mais ils ont un parti pris quand même. Ils ont un parti pris. Et en tous les cas, la conséquence, c'est que vous voyez même le nom de ce policier qui a tiré sur Naël a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un homonyme de ce policier qui est menacé de mort, oui, absolument. Ainsi que sa famille. Il dit mais c'est ignoble, je croule sous les menaces, ma famille est également en danger, et donc moi vraiment aujourd'hui je plains les policiers. Déjà la fonction est mise à mal puisque c'est pas moi qui le dis, la Cour des comptes a constaté un nombre de démissions dans la gendarmerie et dans la police extrêmement important. Donc on a des raisons d'être inquiets. On parlait il y a même pas quelques minutes des JO 2024 et même de la Coupe internationale de rugby qui aura lieu à la rentrée, face à des policiers qui sont, on va dire, qui sont moins en nombre. Et donc, en termes de sécurité, on a vraiment des raisons d'être inquiets. Et puis là où j'aurais pu faire un coup de gueule là-dessus, c'est sur ces policiers qui n'osent même plus sortir. Moi, je compte parmi mes amis un agent de police. Et il me disait que en banlieue parisienne, je citerai pas la ville, il y a des checkpoints pour savoir si dans tel ou tel véhicule, après l'information est à vérifier, mais c'est lui qui me l'a dit, donc elle est quand même malgré tout à vérifier, qu'il y a des checkpoints pour savoir si dans tel ou tel véhicule, eh bien, il y a parmi les personnes qui sont dans la voiture des policiers. Et donc il y a vraiment une volonté de menacer, de tuer la fonction, on va dire, la police dans sa globalité. On assiste. Ce que je voudrais pour compléter le propos de Najwa, je trouve que on devrait révéler aussi l'adresse du rédacteur en chef de ce magazine et aussi celle du journaliste. On verrait si après ils tiennent le même discours, parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient assez contents d'aller leur parler et leur expliquer aussi comment ça se passe. Mais ça, évidemment, je ne l'encourage pas, parce que justement, je pense que notre rôle, c'est pas de mettre en danger la vie d'autrui. Et je me demande sur ce fondement-là si justement il n'y a pas un moyen de recours contre le rédacteur en chef de ce journal et également le journaliste qui a publié, parce que là, on est clairement dans la mise en danger sciemment organisée, sciemment voulue de la vie d'autrui. C'est un délit pénal. Oui, je confirme. D'ailleurs, c'est l'article 23 de la loi de 1881, puisque là, on passe par un média. Et donc, ce n'est pas le code pénal qui s'applique, un article du code pénal qui s'applique, mais bien la loi de 1881 concernant la liberté de la presse. Oui, tout à fait. La famille peut parfaitement déposer plainte, même l'agent peut parfaitement déposer plainte contre ce journal et le directeur de la rédaction.
Mais alors, ce que vous dites, Alexandre, a été fait. Hein, le nom et le numéro de téléphone du rédacteur en chef a été diffusé sur les réseaux, ce qui n'est pas forcément non plus une chose formidable, parce qu'on tombe sur le même type de comportement, de harcèlement, mais l'irresponsabilité de ce journal, même si le nom a peut-être circulé, c'est ce qu'il semble dire pour se protéger. Je veux dire, là, il persiste et il signe. Jean-Baptiste Moreau. Non, puis on voit bien en plus durant les émeutes que les policiers en civil étaient pourchassés et traqués par les émeutiers en plus. Donc, et puis on a des dizaines d'exemples, sans revenir forcément jusqu'au couple de policiers qui s'était fait assassiner chez lui à son domicile, mais on a des multiples exemples où effectivement les identités et les adresses des policiers dans les quartiers sont affichées clairement. Voilà, donc que des médias et que des journaux se permettent de rentrer dans ce jeu-là, c'est criminel. Ouais. Pour moi, c'est clairement criminel. Un mot sur le policier en question, donc, qui est incarcéré à la Santé. Hier, il y avait une demande de remise en liberté qui a été faite. Il a été maintenu en détention. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce qu'on cède à la pression ou au risque de la rue? C'est-à-dire que s'il avait été remis en liberté, je pense que la justice craignait un trouble à l'ordre public. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres, Alexandre Malafaye? Oui, je pense que c'est certainement une partie de l'explication. Dans le contexte actuel, si on avait remis le policier en liberté, je ne sais pas comment les banlieues, certains quartiers, certains agitateurs se seraient comportés. Il y avait un véritable risque, mais ça veut dire que pour le coup, on rentre. Est-ce que c'est la justice, ouais? Mais dès le départ, de toute façon, enfin, ça a été largement, je crois, commenté. Mais dès le départ, la première faute, entre guillemets, c'est celle du président de la République, qui détermine de manière tranchée et nette que c'est une faute inexcusable. C'est lui qui, entre guillemets, enferme la procédure judiciaire dans un cadre dans lequel c'est très compliqué de sortir, parce qu'après, les juges ont une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite. Alors, ça a été fait sans doute pour essayer d'apaiser, mais c'est pas ce qu'on attend d'un chef de l'État. Et depuis, on est dans une problématique judiciaire qui est très complexe. Alors après, les juges ont peut-être estimé que, à la fois sur sa sécurité et peut-être aussi sur, on sait que quand on empêche quelqu'un de sortir de prison dans une logique de détention provisoire, c'est aussi parce qu'il peut y avoir une interférence dans l'enquête, il y a des réalités peut-être du dossier qu'on ne connaît pas et qui peuvent justifier aussi un maintien en détention pendant encore un certain temps. Mais en tout cas, on a quand même une impression de grands troubles sur la manière dont ça a été traité par l'exécutif et donc après par la justice, qui semble un peu disproportionnée. Non, il y a des auditeurs qui me disent c'est triste de voir cette solidarité malsaine pour des collègues qui commettent des bavures. Un autre qui me dit il n'y avait pas un seul contre-pouvoir pour démentir. Tous ces gens disent n'importe quoi. La police fait des bavures. Oui, la police fait des bavures évidemment, mais sauf que là on n'en sait rien. Il n'y a pas eu, l'enquête est en cours. On va éclaircir exactement ce qui s'est passé et c'est pas une vidéo qui fait la justice. Donc oui, il y a un jeune homme qui est mort, une famille qui est dans la souffrance, on le rappelle, mais vous n'en savez rien, je n'en sais rien, et s'il y a des procès et s'il y a une justice, c'est bien pour cela. Najwa Laïté, quand on voit moi ma réaction ça a été de dire aussi que souvent on relâche assez facilement des délinquants parce qu'il n'y a pas de place, parce que pour plein de raisons. Donc là, est-ce qu'il y avait une raison de le maintenir en détention, vous qui êtes avocate? Oui, ce qui a été dit est très juste. C'est-à-dire que cette décision, je rappelle, est conforme aux réquisitions du parquet. Donc il y a cette question d'ordre public, de tranquillité également publique. Donc là, on assiste, j'espère, à une accalmie de longue durée. Mais voilà, il y a toujours ce risque de rallumer l'étincelle. Et donc, il s'agit d'éviter cela. Eh bien, le parquet, la chambre d'instruction a tenu compte aussi de cela. Après, on évoquait la pression sur la famille de la victime. Moi, je ne crois pas que ce soit ça qui a été retenu. C'est surtout vraiment cette question d'ordre public et de tranquillité publique, et donc son maintien en détention se justifie. Alors, vous avez à côté de ça les syndicats de police qui disent que ils sont lâchés par le pouvoir judiciaire, mais le pouvoir judiciaire exerce le droit, applique le droit, mais au-delà du droit, bien, il prend en considération aussi un contexte global qui est lié en effet à l'ordre public. Jean-Baptiste ? Oui, non, mais clairement, là-dessus, je pense qu'il y a aussi peut-être la notion
parce que je sais que je connais pas l'état psychologique du policier, mais il doit pas être terrible. Donc je pense qu'aussi il y a la protection vis-à-vis de lui-même. Je pense aussi qui interfère. Parce que je suis pas sûr que les juges obtempèrent aux injonctions du président de la République. Pour être tout à fait honnête, j'en suis pas persuadé. Par contre, qu'ils aient conscience effectivement que sa remise en liberté pourrait causer effectivement des troubles à l'ordre public, c'est certain, mais c'est pas tellement normal non plus. Enfin, je veux dire, le juge, il doit faire en fonction du droit, il doit pas faire en fonction. Voilà, il n'y a pas de raison de garder cet homme en prison si sa place n'est pas en prison. Après, comme vous l'avez dit, on n'en sait rien. Oui, il a sans doute, il a peut-être commis une erreur. Et de toute façon, l'enquête le dira. Après, vous contestez que chaque fois qu'on dit la police tue, ou enfin, qui est l'ordre le mot d'ordre de la France insoumise, la police tue, ou elle a un racisme systémique en elle, ou ça c'est des âneries. Enfin, je veux dire, il y a des policiers qui parfois commettent des erreurs. Ces erreurs peuvent être très graves parce qu'effectivement, ils ont des armes à feu et effectivement, ça peut aboutir à la mort d'homme, et ils sont condamnés quand c'est prouvé. Enfin, je veux dire, c'est une des professions les plus contrôlées. Donc, on peut pas dire non plus que c'est la loi de l'impunité, que les policiers font n'importe quoi tout le temps. C'est pas vrai du tout. Par rapport à ce que je viens de dire... Oui, allez-y, Najwa. Non, par rapport à ce que vient de dire Jean-Baptiste Moreau, je partage. Je parlais tout juste il y a quelques minutes de l'homonyme du policier qui croule sous les menaces de mort. Je pense aussi que c'est s'il est dehors, il sera en effet réellement menacé de mort. Regardez, il y a même son adresse qui circule. On pousse même la famille à déménager. Donc il y a aussi ce volet-là qui a été, je pense, pris en considération. Alors, je voudrais mettre ça en regard de ce qu'on lisait ce matin, c'est-à-dire que ce matin, il y a 9 personnes qui sont soupçonnées d'avoir incendié la mairie de Mons-en-Barœul et qui ont été libérées. 5 suspects ont été libérés, relâchés, parce qu'il manquait une signature, il y avait une erreur de procédure. Et ça, je trouve ça extrêmement choquant. Certes, c'est comme ça, c'est le règlement, c'est la loi, mais enfin, c'est quand même absolument ahurissant pour une erreur de procédure de relâcher des gens qui visiblement ont en plus été pris sur le fait. Alors c'est pour l'instant, ils seront reconvoqués, mais ils sont en liberté alors qu'ils ont été interpellés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Najwa. Non, mais c'est les confrères de Najwa qui ont bien fait leur travail, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous soyez avocat ou que vous soyez magistrat ou parquetier, vous devez respecter la procédure pénale. Ce sont les textes. Et comme disait Jean-Baptiste il y a un instant, vous avez des confrères qui sont spécialistes des vices de procédure. Eh bien oui, il manquait la signature du procureur à la requête introductive qui devait être envoyée au juge d'instruction. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il aurait fallu bien vérifier les choses et qu'il ne manque pas cette signature. Enfin, je veux dire, les magistrats sont extrêmement exigeants et heureusement, enfin, je veux dire, il y a des textes, c'est respecter aussi le code de procédure pénale. Donc, il y a eu cette faille. Eh bien, oui, se retrouve dehors. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'application du code de procédure pénale. Sans doute que, on le sait, la justice est débordée, donc c'est un oubli maladroit, mais en tous les cas, le respect de la procédure s'impose aux magistrats, aux parquetiers et aux avocats. Nous, quand on fait des erreurs, je peux vous dire que ça pardonne pas. Il y a radiation de l'affaire immédiatement dès que vous ne respectez pas un délai ou un volet de la procédure. Donc, c'est assez logique, c'est regrettable. En fait, mais c'est assez logique, en fait, malheureusement. Mais après, je ferai un commentaire un peu. Il n'y a pas eu cette signature. Ouais. Allez-y, rapidement. Oui, c'est regrettable. Non, mais je veux dire, c'est assez logique parce que à partir du moment où il y a un système qui demande aux citoyens de respecter les règles, lui-même, le même système doit aussi respecter les règles. Et c'est la logique du contradictoire, c'est tout à fait cohérent. Après, sur la procédure pénale, ceux qui connaissent un peu le sujet savent très bien que malheureusement elle a évolué de manière ultra complexe au cours des 20 dernières années, à tel point que c'est un maquis extrêmement compliqué à manipuler au quotidien pour la police et notamment la police judiciaire, et qui provoque entre autres effets collatéral une véritable crise des officiers de police judiciaire qui ont plus envie de rentrer dans ces filières-là parce qu'à un moment donné le poids de l'administration, le poids de la procédure prend le pas sur l'enquête et sur l'intérêt du métier. C'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de gens qui militent en faveur d'une simplification de la procédure pénale, mais à chaque fois qu'on tire sur un bout de ficelle, c'est tout l'édifice qui menace de tomber. Ouais, c'est comme l'union fiscale, ça. C'est un vrai sujet. Hein. C'est vrai. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler du fonds Marianne pour changer de sujet. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, Marlène Schiappa, mise en cause par le rapport d'enquête du Sénat. C'est un rapport qui est assez sévère sur le fonds Marianne, qui n'aurait été créé que pour une opération de com. Ce rapport pointe le dilettantisme, l'amateurisme de la ministre qui, quand on a suivi un petit peu son audition, a effectivement eu un petit peu de mal à justifier la façon dont ont été attribuées les subventions, 2,5 millions quand même, à des associations qui étaient censées lutter contre l'islam radical. Le plus triste, c'est quand même que c'était en réaction à l'assassinat de Samuel Paty. Question ce matin, que fait Marlène Schiappa encore au gouvernement? On a vu ce matin encore une fois que Stanislas Guerini, qui était l'invité politique de la matinale, disait qu'il était très fier, c'est le mot qu'il a employé, de travailler à ses côtés. Ça veut donc dire que le gouvernement la soutient. Jean-Baptiste Moreau, vous comprenez? Vous me donnez une tâche qui n'est pas facile. Oui, non, oui, mais je connais bien Marlène plutôt une femme que je respecte et qui a mené un grand nombre de combats, qui a mené un grand nombre de combats, soit dans sa carrière avant la politique ou en politique, notamment sur les droits des femmes. Donc après, oui, le rapport sénatorial. Après, le rapport sénatorial dit aussi que dans les articles de presse, il y avait un certain nombre d'âneries, comme quoi certaines associations avaient été financées pour taper sur les opposants à Macron pendant la campagne présidentielle. Ça, le Sénat l'a bien démenti, ça, pour le coup. Oui, donc oui, effectivement, il y a sans doute... Sans que vous sortez les rames, Jean-Baptiste, je vais oui, non, mais il y a sans doute eu de la négligence. Il y a sans doute eu de la négligence et elle n'a pas regardé tout ce qu'elle aurait dû regarder au moment de... Effectivement, les politiques ne peuvent pas se dédouaner sur l'administration c'est en cas de mauvaise gestion d'un fonds comme celui-là. Donc oui, il y a eu certainement de la négligence et des choses qu'elle n'a pas faites, qu'elle aurait dû faire. Voilà, surtout symboliquement, c'est vraiment pas terrible. Un fonds comme ça, il doit être utile aux associations qui en ont vraiment besoin, mais pas servir de prétexte à je ne sais quoi. Ouais, mais encore une fois, si on élargit le débat, c'est il n'y a jamais de responsable, il n'y a jamais de coupable. C'est quand même 2,5 millions d'argent public. Enfin, il y a une erreur visiblement, ou même une négligence. Je mets des guillemets. Effectivement, Gilles, un auditeur me dit de la négligence, sérieux. Najwa, vous en pensez quoi? Ça vous met en colère, j'imagine, vous qui êtes une défenseuse de la laïcité et que ce combat était important, donc de voir ce gaspillage, non, mais là où c'est non, mais je vais vous dire moi ce que j'en pense. Moi, ce que je regrette, c'est que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre Marlène Schiappa dans le cadre du projet de loi sur le séparatisme. Et sans flagornerie de ma part, j'ai vu une femme extrêmement engagée sur cette question, une volonté de faire, vraiment une militante de la laïcité, mais dans le bon sens du terme, oui. C'est-à-dire vraiment défendant la liberté de conscience, luttant contre le radicalisme religieux. C'est pour ça que ça m'a vraiment, je vous le dis clairement, étonnée que ce fonds Marianne, on en vienne à cela. Parce que moi, je pense tout de suite à la famille de Samuel Paty. La famille de Samuel Paty, elle déplore le fait que tout le monde essaye de se dégager de ses responsabilités. Ça va de la ministre au cabinet de la ministre. Et donc, et ce sont leurs mots, ils disent que c'est purement abject qu'un fonds associé au nom du professeur donc décapité qui est de leur famille puisse avoir fait l'objet, mais ça l'enquête le dira, l'objet, mais ça ce sont leurs mots, de détournement. Moi je comprends la colère, de la famille parce que en l'espèce ça partait d'une bonne intention. Ce fonds. Oui. Et on parle d'argent public. On parle de 2 millions d'argent public. Après, on se demande pourquoi la politique, les citoyens s'en détournent. Eh bien, et c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis vraiment étonnée. Donc, négligence sans doute. Je rappelle quand même que Marlène Schiappa n'est pas, pour l'instant, inquiétée par la justice. Le parquet ne s'est pas saisi pour engager sa responsabilité. Donc, laissons faire l'enquête. Mais oui, véritable déception. Oui, véritable déception.
Non, mais on parle d'une responsabilité quand même. Enfin, c'est surtout non, mais ça, je la dédouane pas de ses responsabilités. Oui. C'est l'enquête judiciaire qui devra déterminer. Mais son attitude, même face au Sénat, c'est-à-dire ne pas se souvenir, avoir des oublis. Enfin, il y a un moment, est-ce qu'on n'assume pas les choses? Ça, honnêtement, c'est pas possible. Et que visiblement, oui, elle aurait dû suivre. Peut-être qu'elle était sincère dans ce fond, mais elle aurait peut-être dû le suivre, Alexandre Malafaye. Non, mais c'est triste parce que ça reflète une fois de plus le fait qu'il y a quand même une bonne partie de la classe politique qui est mobilisée beaucoup plus sur la communication, sur les éléments de langage, sur l'image et finalement qui se désintéresse des questions de fond. Mais c'est pas propre à Marlène Schiappa, c'est propre à une façon de faire de la politique depuis un certain nombre de dizaines d'années. Et où malheureusement, voilà, on est très bon à l'oral, et après, les questions de l'écrit, on s'en fiche un peu. On voit les grands projets politiques qui sont portés, quand on regarde après la loi dans le détail, on voit souvent que les montagnes accouchent d'une souris, mais on va encore remettre des grands mots pour effectivement qualifier de formidable ce qui est minuscule. Cette espèce de façon de faire de la politique est à mon avis, vraiment en crise. Et on attend des responsables politiques, non pas qu'ils aillent poser dans le Playboy. Après, c'est peut-être un choix qui plaît à certains. Ça a quand même plutôt défrayé la chronique, pas dans le bon sens, surtout dans le contexte où ça a été fait, parce qu'il y avait une actualité sociale qui était compliquée, mais qui confirme bien que voilà, que cette une bonne partie de la classe politique, et malheureusement pas qu'elle, voilà, se concentre beaucoup sur la visibilité, sur l'image, parce que c'est un combat permanent. Et après, forcément, quand on passe l'essentiel de son temps à s'occuper de ça, on est un peu négligent par ailleurs, parce que malheureusement les journées font 24 heures, et qu'en plus, rappelons-le, quand Emmanuel Macron est arrivé aux affaires en 2017, une des premières décisions qu'il a prises, c'était de réduire le personnel des cabinets ministériels. Donc c'est vrai qu'ils ont des équipes qui sont extrêmement réduites, et si vous avez 5 collaborateurs, dont 3 qui s'occupent à gérer votre com, ça limite un peu le temps à passer pour les autres, les questions de fond. Je trouve ça assez triste, parce que ce que disait Najwa était vrai, c'est que malheureusement les gens voient ça. Enfin, il faut arrêter de prendre les Français pour le coup pour des enfants du bon Dieu. Voilà, ils sont très lucides sur tout ce qui se passe, et ça ou les détourne ou les amène à voter pour des partis qui ont des approches beaucoup plus radicales de la politique. Non, puis ces combats pour la laïcité, je les partage avec Najwa. On a eu un certain nombre de combats communs d'ailleurs sur ce sujet-là. Ils sont tellement importants, et on l'a vu encore avec les émeutes dans les quartiers. Il y a cet enjeu aussi qui est là, qu'on peut pas s'amuser à faire juste de la com sur la laïcité, quoi. C'est trop important. Les associations, elles ont trop besoin de moyens aujourd'hui pour justement dans les quartiers aller essayer de combattre l'hydre des frères musulmans et l'hydre islamiste qui est en train de s'infiltrer partout. On peut pas s'amuser avec un fonds qui est détourné de son objet premier. Et le combat pour la laïcité, il est crucial si on veut maintenir l'unité de notre nation demain. Oui, ça rejoint ce que vous dites, Alexandre. Notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, où Marine Le Pen apparaît être la seule capable de rétablir un semblant d'ordre en France. C'est ce que. Faut juste qu'elle parte en vacances et qu'elle revienne en 2026, ça suffit, et elle sera élue. Enfin, franchement, plus elle se tait, plus elle monte. Donc, faut surtout pas la posture de Marine Le Pen. En plus, le duo qu'elle forme avec Jordan Bardella, parce qu'il faut observer le schéma, c'est plutôt très astucieux. Ils écoutent très bien le terrain, entre l'Assemblée qui est bien tenue, le parti qui est bien tenu, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que face au désordre, qui est quand même assez manifeste dans tellement de domaines, on va dire, après tout, qui mieux que elle, qui incarne cette volonté de restaurer de l'ordre, qui mieux que. Voilà, pour l'instant, c'est complètement. Est-ce que ce sera efficace si elle arrive aux aperçus de notre histoire? Mais en tout cas, c'est la tendance actuelle. Ouais. Et bien voilà, c'est terminé. Dernière émission de la saison. On va se retrouver évidemment en septembre avec vous. La semaine prochaine, vous retrouverez Stéphanie Demuru qui assurera les débats. Peut-être qu'on aura un remaniement. Vous en pensez quoi, Jean-Baptiste Moreau, vous qui êtes bien informé? Je ne sais pas si je suis bien informé, mais ça fait partie effectivement, là aussi, des serpents de mer depuis quelques mois. Ouais. Voilà, juste avant, juste après, quand est-ce que ça sera? Il y en aura un, ça c'est certain. Est-ce que c'est tout de suite ou à la rentrée? On verra bien. Il y a pas, à mon avis, il y a que 2 personnes qui le savent aujourd'hui, et je suis pas dans les deux. Voilà, c'est le président de la République et Alexis Kohler. Et son secrétaire général, oui. Voilà, je voulais remercier Juliette Rioufol qui programme cette émission, qui est une oreille attentive, qui est une force de proposition. Sans elle, cette émission n'existerait pas. Donc je remercie. Bravo Juliette. Bravo Juliette. Voilà, et Fripouille, son acolyte. Et Fripouille, indispensable. Fripouille étant le chien de Juliette pour nos auditeurs, qui est la mascotte de Sud Radio, et puis évidemment toute l'équipe technique,
John, Thibaut, Lucille, Maxime, bref, ils sont nombreux à travailler, alors pas tous ensemble, il n'y a pas autant de gens qui travaillent sur l'émission, mais voilà, je les cite parce qu'ils sont là et que sans technique, il n'y a pas d'émission. Voilà, merci. Et on se retrouve nous. Et merci Valérie. Et puis Merci Valérie. C'est ce que j'allais dire. On vous remercie également Valérie. Merci à vous également pour la qualité qualité de ces débats à chaque fois. Je crois que vous avez le temps de vous exprimer, que le parlons vrai est plus vrai que jamais sur Sud Radio, et on est très fiers de nos plus de 800 000 auditeurs sur YouTube. Donc abonnez-vous, allez nous écouter sur la plateforme de Sud Radio. On est content et fiers et heureux de travailler pour Sud Radio, qui est une radio où il y a une liberté totale. Je tenais à le préciser et à remercier mon patron, Patrick Roger, qui est vraiment quelqu'un aussi qui nous laisse une liberté totale. Nous, on se retrouve quand même, on est encore là pour l'émission Média avec Gilles Gansman. À tout de suite.